Cette semaine, j'ai écrit des lettres, j'ai fait ma compta, j'ai retouché des photos, j'ai regardé des séries, j'ai publié des bêtises sur les réseaux sociaux, j'ai raconté des blagues à mes potes, j'ai écrit 2 scripts et j'ai bouclé un test pour un gros média. Et j'ai fait tout ça depuis mon iPad Pro. Mais avant de vous expliquer comment j'ai remplacé mon MacBook Pro par un iPad, j'ai envie de vous expliquer pourquoi la tablette d'Apple m'a toujours fasciné. La force de ces appareils pour moi, c'est leur polyvalence. Apple a en effet compris que les consommateurs attendaient plus des tablettes et que se limiter à des usages de type jeu ou multimédia ne faisait plus vraiment sens. Pas à notre époque, en tout cas. L'iPad a donc été pensé avant tout comme un outil de création. Vous pouvez tout faire avec lui, consommer du contenu évidemment, mais aussi développer des photos, composer des sons ou encore dessiner. Ce qui nous amène au partenaire de cette vidéo, à savoir Paperlike. Je vous ai présenté cette entreprise dans une précédente vidéo consacrée aux meilleurs accessoires pour iPad. Et parmi ma sélection se trouvait une protection écran pas tout à fait comme les autres. La protection de Paperlike n'a en effet pas uniquement pour but de protéger l'écran de votre tablette contre les rayures ou les traces de doigts. Elle le fait bien sûr, mais elle apporte aussi de la friction lorsqu'on utilise l'Apple Pencil. Pourquoi faire? Eh bien tout simplement pour reproduire l'effet d'un crayon sur une feuille de papier. Et se rapprocher du même coup encore un peu plus des sensations délivrées par l'utilisation d'un crayon ou d'un feutre sur un carnet de croquis. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne même mieux depuis le lancement de Paperlike 2.1 en octobre 2022. Cette nouvelle version corrige tous les défauts des précédentes. Si elle offre le même niveau de friction, elle améliore considérablement la lisibilité. Grâce aux nouveaux composés utilisés dans sa fabrication, une fabrication basée en Suisse, la protection réduit beaucoup moins la luminosité qu'avant. Vous ne perdez donc pas en confort. Et cerise sur le gâteau, les prix restent inchangés et ils sont toujours aussi canons. Comptez 39 € pour le lot de 2 protections. Et attention, car Paperlike couvre toute la gamme de tablettes d'Apple. Vous pouvez trouver des protections pour l'iPad Pro bien sûr, mais aussi pour les autres modèles. Et comme à chaque fois, le lien est dans la description. Et maintenant bien sûr, le moment est venu de passer au vif du sujet. La première difficulté à laquelle vous serez confronté si vous choisissez de troquer votre Mac contre un iPad, c'est le format de ce dernier. Car l'iPad est une tablette et comme toutes les tablettes, il se contente du strict minimum, soit un écran tactile. Un écran servant à afficher des informations bien sûr, mais servant aussi d'interface utilisateur. Et si ce format suffit amplement à consommer du contenu, il en ira tout autrement lorsque vous souhaiterez en créer. Vous aurez donc besoin d'investir dans des accessoires pour l'exploiter pleinement. Et ici, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher très loin. J'avais en effet tout à disposition et plutôt que de partir dans tous les sens, j'ai préféré me focaliser sur mes usages et donc sur mes besoins. Je savais donc que pour pouvoir remplacer mon Mac par mon iPad Pro, j'allais avoir besoin d'utiliser la tablette à la fois comme un laptop mais aussi comme un ordinateur de bureau. Dans le premier cas, je n'ai pas eu à trop me casser la tête, j'ai en effet choisi de m'appuyer sur mon Magic Keyboard, un accessoire beaucoup trop cher mais qui remplit parfaitement ses fonctions. Et là vous allez me dire, mais attends Fred, il n'y a pas si longtemps que ça, tu nous as vendu le Logitech Combo Touch. Alors pourquoi aujourd'hui mettre le Magic Keyboard en avant? Eh bien en fait la raison est simple, comme je l'ai dit, pour remplacer mon Mac, j'avais besoin de pouvoir utiliser mon iPad Pro à la fois comme un laptop et à la fois comme un ordinateur de bureau. Ce qui voulait dire également le déplacer pour le changer d'accessoire assez fréquemment. Et là en l'occurrence avec le Magic Keyboard, on a un système d'attache magnétique qui est vraiment hyper pratique. On prend la tablette, on l'approche de l'accessoire, ça s'accroche. Et quand on veut la retirer, on la prend, on la tire et c'est fini. Il n'y a pas de housse à remplacer, à enlever, à remettre. Et finalement, on gagne pas mal en flexibilité. Et mon but, c'était justement de ne pas perdre de temps pour pouvoir travailler pleinement avec mon iPad Pro. Ce qui nous amène à la seconde problématique. Comment utiliser l'iPad Pro comme un ordinateur de bureau? Alors j'ai commencé par la solution de facilité en connectant mon iPad Pro à mon dock Thunderbolt. Avec succès, l'affichage a automatiquement été balancé vers mon écran LG et j'ai retrouvé l'accès à mon SSD. Sauf que j'ai perdu quelque chose au passage, le son. iPadOS n'offre malheureusement que peu de flexibilité sur ce chapitre. Lorsque vous connectez un accessoire en USB-C, la sortie audio est automatiquement basculée dessus. N'ayant pas d'enceinte connectée à mon dock, j'ai donc perdu le son. Et le seul moyen de le récupérer finalement était de connecter mes AirPods Max ou mes AirPods Pro 2 sur la tablette. Une solution que je n'ai cependant pas retenue, et ce pour une raison assez simple, je trouvais pas ça hyper pratique.
Et puis surtout, j'avais envie de me challenger un peu et donc de résoudre ce problème. J'ai donc changé mon fusil d'épaule et j'ai choisi de m'appuyer sur la station d'accueil de McFit, une station qui embarque à son bord de multiples connecteurs, à commencer par une sortie HDMI capable de diffuser l'image et le son. Ce qui m'a permis de balancer la sortie audio sur mon écran LG, un écran qui embarque justement des haut-parleurs. Et là vous allez me dire, mais pourquoi ? Pourquoi n'as-tu pas tout simplement balancé l'audio de ton iPad Pro sur ton HomePod 2 ? Eh bien en fait, la raison est simple, ce n'était pas possible. Et oui, c'est une limitation complètement idiote, mais AirPlay n'est pas activable lorsqu'un iPad est branché sur un moniteur externe. Quoi qu'il en soit, avec cette station d'accueil, une station que je vous avais d'ailleurs présentée dans ma vidéo accessoire de l'année dernière, eh bien j'ai pu résoudre mon problème. Et en ce qui concerne le clavier et la souris, même chose, j'ai pas été chercher très loin, je me suis simplement appuyé sur mon Logitech MX Mechanical Mini et ma MX Master 3S. Deux périphériques qui sont vraiment extraordinaires et qui peuvent surtout prendre en charge jusqu'à 3 appareils différents. Ce que ne peuvent pas faire justement les périphériques Apple. Alors dans les grandes lignes, les solutions mises en place ont plutôt bien fonctionné. À part ce souci avec AirPlay, j'ai juste eu quelques problèmes des fois quand je sortais de veille. Eh bien l'iPad Pro ne récupérait pas les réglages des moniteurs et je devais donc tout refaire à la main, ce qui était aussi un petit peu agaçant, mais à la rigueur, voilà, ça faisait partie des bugs que j'étais prêt à accepter. iPadOS a beau être optimisé pour un usage mixte, il reste cependant un système pensé pour le tactile, et j'avais évidemment peur de me retrouver bloqué d'une manière ou d'une autre. Mais au final, eh bien, ça n'a pas vraiment été le cas. J'ai très vite retrouvé mes repères, et d'ailleurs j'ai même été surpris par quelques fonctions qui sont plutôt intelligentes, qui sont plutôt bien pensées, et qui m'ont permis surtout de gagner énormément en efficacité. Car oui, iPadOS 16 a considérablement simplifié l'usage clavier-souris sur iPad, et ce notamment au travers de l'intégration d'une fonction que vous connaissez sans doute déjà, à savoir Stage Manager. Une fois cette fonction activée, les applications ouvertes apparaissent dans un bandeau accroché à la gauche de l'écran. Il suffit alors d'un clic pour passer d'un outil à l'autre. Alors c'est pratique, mais c'est surtout le regroupement d'applications qui m'a fait gagner du temps. Avec Stage Manager, vous pouvez en effet regrouper des outils et créer des espèces de groupes virtuels pour mieux vous organiser et passer ensuite de l'un à l'autre en un clic. Alors ça c'est plutôt amusant parce que cette fonction est aussi disponible sur macOS et quand j'avais mis à jour mon Mac sur Ventura, eh bien j'avais fait le choix de l'activer pour voir si elle pouvait réellement m'apporter un plus. Et au final, eh bien après on va dire un mois ou deux, j'ai fini par la dégager pour me rabattre sur les bureaux virtuels, des bureaux virtuels qui me paraissaient finalement plus pertinents compte tenu de mes usages. J'ai effectivement tendance à ouvrir plein d'applications en même temps et à jongler beaucoup de l'une à l'autre. Le truc c'est que sur l'iPad Pro, on n'a pas cette notion de bureau virtuel et du coup là effectivement un Stage Manager était beaucoup plus pertinent. Le système de gestion des fenêtres est bien pensé aussi. Lorsque deux fenêtres sont ouvertes côte à côte, vous avez accès à un redimensionnement intelligent. En gros donc si vous modifiez la largeur d'une de ces fenêtres, l'autre s'adapte en conséquence, ce qui est plutôt futé. Même chose pour le bouton situé tout en haut, le fameux bouton avec les 3 petits points. Ce bouton pour moi il est vraiment primordial lorsqu'on utilise l'iPad Pro en mode laptop ou même en mode desktop. En gros, il va vous permettre de modifier rapidement l'affichage et de basculer par exemple une fenêtre en plein écran ou même de l'envoyer vers l'iPad ou le moniteur. Et c'est aussi par ce menu que vous allez pouvoir ajouter rapidement une application à l'ensemble actif. Mais bien sûr, tout n'est pas rose non plus et il faut donc compter avec quelques restrictions qui peuvent être assez pénibles. Comme par exemple la gestion du centre de contrôle. Alors c'est hyper ubuesque, mais lorsque vous cherchez à afficher le centre de contrôle depuis le moniteur auquel l'iPad est branché, eh bien le centre de contrôle s'ouvre sur l'écran de l'iPad. Alors pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Moi j'aurais clairement préféré le voir apparaître sur le moniteur, ça aurait été beaucoup plus simple. Le curseur de la souris aussi m'a posé pas mal de problèmes, et tout simplement parce qu'il n'est pas adapté à un usage de type ordinateur, pas quand on a besoin d'être précis. Une flèche aurait sans doute été plus pertinente et ça m'aurait sans doute aussi épargné quelques galères quand j'ai commencé à retoucher des photos et que j'ai eu besoin de me montrer très précis. Autre problème que j'ai relevé, la gestion
question des périphériques de stockage. Mais attention, hein, pas comme vous le pensez. Alors clairement, iPadOS n'a aucune difficulté à gérer les cartes SD ou même les disques durs SSD externes. En gros, vous prenez votre carte ou votre disque dur, vous l'insérez dans un périphérique connecté à l'iPad ou vous le branchez à un périphérique, et bien automatiquement vous avez l'iPad qui va le reconnaître et donc le volume sera accessible depuis fichier. Vous pourrez alors l'explorer et transférer des données très facilement. En revanche, il en va tout autrement des téléphones sous Android. Dans la semaine, j'ai eu besoin de transférer des photos prises avec le OnePlus 11 pour les consulter sur un grand écran dans le cadre d'un test. Et l'iPad n'a rien voulu savoir. Il a donc fallu passer par la synchronisation de Lightroom, ce qui m'a pris un temps certain puisque malheureusement, je n'ai toujours pas la fibre. Et ça, c'est vraiment pas hyper pratique et encore moins quand on est pressé par le temps. C'est typiquement le genre de galère qui donne envie de reprendre son Mac et de se remettre dessus vite fait. Et dans le même ordre d'idée, alors ce n'est qu'un détail, mais j'aurais vraiment aimé pouvoir modifier la taille du dock pour la réduire. Exactement à l'image de ce que propose Apple sur macOS. Il prend beaucoup trop de place. Et s'il disparaîtra lorsque vous agrandirez vos fenêtres, moi je pense quand même qu'il aurait été intéressant de laisser un peu plus de flexibilité aux utilisateurs. De nous permettre tout simplement de le redimensionner en mode bureau ou même lorsque Stage Manager est actif. Côté application, il faut le reconnaître, Apple a fait de l'excellent travail. La plateforme attire beaucoup les développeurs et finalement la plupart des logiciels qui existent sur Mac sont aussi disponibles sur iPadOS et iOS. La plupart, mais pas tous. Alors pour la bureautique, moi j'utilise personnellement la suite d'Apple. Je n'ai donc rencontré absolument aucun souci. Et avec iCloud derrière, j'ai même pu retrouver facilement les derniers documents que j'avais ouverts sur mon Mac avec toutes les options de formatage qui vont bien. Ici, le passage du Mac à l'iPad s'est fait en toute transparence et surtout en douceur. Même chose pour tout ce qui a trait à la gestion. Alors la gestion de quoi? La gestion de ma chaîne, bien sûr, de mes réseaux sociaux, mais aussi de mes entreprises et de mes différentes prods. J'utilise Notion depuis le début de l'année et ce dernier a la bonne idée d'être disponible sur toutes les plateformes du marché, ou presque. J'ai donc pu retrouver mes plannings, mes scripts, mes tableaux, mes bases de données et finalement tous les outils qui me permettent de vous proposer mon contenu, mais aussi de gérer ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Aucun problème non plus pour le travail en équipe, enfin presque. Slack, Discord sont dispo sur iPad depuis un moment, mais ce n'est malheureusement pas le cas de WhatsApp. C'est d'ailleurs à se demander ce que fabrique Meta. Fort heureusement, le problème ne se pose pas avec les outils de visioconférence comme Zoom ou encore Teams. Pas de difficulté majeure non plus pour la gestion des photos. Je l'ai dit avant, mais j'utilise principalement Lightroom et j'ai donc pu récupérer toute ma bibliothèque sur mon iPad grâce au nuage. Et avec Photoshop ou même Pixelmator derrière, j'ai eu tout le loisir de les modifier, de les recadrer ou même de les redimensionner. Et en fait, le vrai problème que j'ai rencontré, vous devez vous en douter, mais c'est au niveau du montage vidéo. Il existe bien sûr des logiciels de montage sur iPad. Le plus connu, le plus complet, le plus réputé même, étant actuellement LumaFusion. Un LumaFusion qui devra cependant compter prochainement avec un nouveau concurrent de taille, DaVinci Resolve. Sauf que voilà, à l'heure actuelle, DaVinci Resolve n'est pas encore disponible en version finale. On est juste en présence d'une version bêta privée qui est réservée à quelques utilisateurs triés sur le volet, des utilisateurs dont je ne fais malheureusement pas partie. Alors j'aurais bien sûr pu prendre LumaFusion, vous monter une petite vidéo rapide en balançant un LUT de 3 effets, mais j'aurais été peut-être un petit peu hors sujet. Parce qu'ici en l'occurrence, la question n'est pas de savoir si on peut monter des vidéos sur iPad, parce que oui on le peut, mais plutôt finalement de parler de mon expérience personnelle lorsque j'ai décidé de troquer mon Mac contre un iPad. Et là en l'occurrence, sur ce point exact, je me suis retrouvé dans une impasse. Et à bien y réfléchir, c'est finalement ce qui m'a le plus frustré cette semaine. Et ça m'a d'autant plus frustré que pour moi, ce n'est pas une limitation matérielle, mais logicielle. Parce qu'à bord de mon iPad Pro, on a une puce M1, qui est exactement la même que celle que l'on retrouve à bord des Mac M1. Des Mac M1 qui, eux, peuvent faire tourner sans aucun problème Premiere Pro, After Effects ou encore Final Cut Pro. Donc ici, encore une fois, ce n'est pas un problème matériel, mais logiciel. Maintenant, il faut tempérer un petit peu les choses. Aujourd'hui, on est en janvier 2023, février 2023 même d'ailleurs, et on se doute que Blackmagic ne sera pas le seul à assurer le portage de son outil de montage sur iPadOS. Et à bien y réfléchir, il y a de fortes chances qu'Adobe soit justement en train de travailler sur un projet de ce type. En tout cas, je l'espère. Allez les gars, au boulot.
Alors je vais être franc avec vous, quand je me suis lancé dans ce projet, je m'attendais à me retrouver très vite bloqué. Et même à m'arracher les cheveux. Mais en fin de compte, ce changement s'est fait plutôt en douceur. Alors bien sûr, il y a des frictions, et ces frictions sont principalement dues à iPadOS. Apple a fait beaucoup d'efforts, hein. Sur les dernières versions, on a quand même un outil qui est bien plus flexible qu'avant. Mais voilà, on sent encore qu'il reste du travail à faire pour arriver à un OS, à une plateforme aussi flexible, aussi polyvalente que macOS. Maintenant, ma question, c'est de savoir finalement si Apple prendra le risque de faire évoluer iPadOS dans cette direction. Parce que l'avantage à l'heure actuelle, c'est que Apple arrive à scinder facilement ses gammes. Vous avez les Mac pour travailler, l'iPad pour créer et consommer du contenu. Et si iPadOS venait justement à hériter de toutes les fonctions présentes sur macOS, et en fin de compte, je pense que beaucoup de gens préféreraient switcher vers un iPad plutôt que d'acheter un Mac. Ne serait-ce que pour des raisons financières. Parce que oui, les Mac coûtent quand même encore assez cher. Donc au final, la seule limitation que moi j'ai vraiment ressentie, c'est ça, c'est la partie logicielle, ou plutôt les logiciels disponibles sur iPadOS. Maintenant, si vous ne faites pas de montage vidéo, si vous n'avez pas besoin de ce type de logiciel, alors oui, vous pouvez parfaitement remplacer votre Mac par un iPad. En tout cas, par un iPad Pro. Du moins, si vous acceptez les limitations inhérentes à la plateforme. Voilà donc pour tout ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. J'espère, comme à chaque fois, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Mais si vous le faites, pensez également à activer la petite cloche. Et en ce qui me concerne, comme à chaque fois, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end. Et puis bon, on se retrouve très vite avec d'autres contenus, comme d'habitude. Ciao.